politique? Bon, écoutez, ça me paraît évident. Je pense que chacun se rend compte que le comportement que développent les journalistes à mon égard est assez éloigné, honnêtement, de leur profession. Bien souvent, j'ai le sentiment d'être face à des militants politiques. Et encore une fois, je pense que la première chose, c'est la courtoisie. Enfin, écoutez, je suis la présidente du premier parti de France. Je viens pour exprimer mon programme. J'ai pas réussi à placer 2 phrases. Enfin, c'est parce qu'il y avait des reportages qui entrecoupaient l'entretien, ce qu'on peut comprendre, et ils sont peut-être parfois contraints par l'horaire. Et puis pour connaître un petit peu leur travail, ils sont un petit peu poil à gratter avec tout le monde. Il n'y a pas là pour le coup. Mais là, c'est pas poil à gratter là. Là, c'est mal élevé. C'est discourtois. Quand vous interrogez un responsable politique et que vous lui posez une question, la première des choses, c'est peut-être de lui laisser exprimer une réponse. Or, manifestement, on ne souhaitait pas que je puisse répondre. Donc, effectivement, il y a eu le choix de toute une série de reportages qui étaient profondément inintéressants. Parce que savoir par quelle porte de l'aéroport je suis sorti, franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est pour faire le parallèle avec 2012 et les jets d'eau notamment, les bouteilles d'eau que vous avez reçues, c'était peut-être pour ça. Bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est un parti pris. C'est un parti pris qui n'a rien à voir avec le projet que je viens apporter aux Réunionnais. Est-ce que vous croyez que les Réunionnais vont voter au présidentiel en tenant compte de la porte de l'aéroport par laquelle je suis sorti? Non. Ils vont voter en fonction de ce que je propose, de la vision que j'ai de la France, de la vision que j'ai de notre société. Et pour cela, il faut que je puisse l'exprimer. Vous savez, la liberté de vote, c'est pas mettre un papier blanc dans une boîte en plastique. La liberté de vote, c'est précisément être capable de connaître tout ce que proposent ceux qui se présentent pour pouvoir, en toute connaissance de cause, décider de son avenir quand même et de celui de ses enfants. Moi, je trouve que, notamment quand c'est le service public, ce comportement n'est pas admissible. Je rappelle que tout cela est financé avec les impôts de nos compatriotes. C'est pas quand même inutile de le rappeler, et ceci mérite quand même un minimum de neutralité. Est-ce que, là vous endossez volontiers l'habit de la victimisation. Est-ce que, selon vous, ça met pas un petit peu d'eau à votre moulin d'être la candidate des exclus quand on est soi-même soi-disant exclu, comme vous le dites? Il est clair que ces journalistes qui sont à 99,9% se présentent comme des opposants à ma candidature. Ils se présentent pas comme des... Pardon, Marine Le Pen, mais ils n'ont pas besoin de se présenter, on l'a bien compris. Marine Le Pen. Ils participent d'une élite. Voilà. Mais excusez-moi, mais dans l'élection américaine, ça a été la même chose. Je veux dire, quasiment l'intégralité des médias était contre Trump. Il y a quand même un problème. Dans l'affaire du Brexit, c'était la même chose. 100% des médias français, 100% étaient contre le Brexit. Il y a donc bien à un moment donné des gens qui sont déconnectés de ce que ressentent, de ce que pense le peuple français, de ses aspirations. Valeurs actuelles ou minutes, ils sont pas forcément contre vos idées, hein, pardon. C'est pas tout à fait vrai. Ah ouais. En l'occurrence, Minute m'attaque de manière extrêmement violente. Et quant à Valeurs actuelles, on sait très bien que c'est un journal qui soutient l'UMP, quel que soit d'ailleurs le candidat de l'UMP. Oui, alors avant d'aborder le fond, là encore, on va d'abord aborder votre présence ici. Justement, vous avez rencontré Ibrahim Patel à la CCI, notamment André Tianakoun, le maire du Tampon, et Monseigneur Aubry, vous le rencontrez aujourd'hui. Force est de constater que, pardon, mais ça ne se bouscule pas au portillon, notamment chez les élus. Sans dire que vous êtes persona non grata ici, vous n'avez pas l'impression que sur le plan politique, vous êtes un petit peu seul, un petit peu esseulé, pas vraiment soutenu quand on compare notamment aux dernières visites qu'on a eues avec les autres candidats. Je pense à Alain Juppé qui a été reçu par tout le monde. En tout cas de la droite. Oui, écoutez, très bien, c'est une belle démonstration. Voilà, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a un système qui se soutient, qui se défend, qui est constitué de la classe politique française, constitué en grande partie de la classe médiatique française, et qui se fait la courte échelle. J'ai presque envie de vous dire que je suis pas mécontente de voir que un certain nombre d'élus ici considèrent que je viens donner un coup de pied dans la fourmilière. Ça ne me dérange pas, je suis pas là non plus pour faire la tournée des popotes. Je suis là pour venir à la rencontre des Réunionnais, je suis là pour rencontrer les forces vives économiques de l'île, pour savoir quels sont les problèmes, et les élus locaux, parce que je pense que les élus locaux sont au plus près des difficultés, pour se rendre compte des blocages qui sont ceux que subissent la Réunion. Donc moi je considère que les gens que j'ai rencontrés m'ont apporté beaucoup, c'était très riche, j'ai discuté pendant 1 heure avec les conseillers municipaux, avec tout le conseil municipal du Tampon, c'était très
très intéressant, sûrement beaucoup plus intéressant que les rencontres petits fours que M. Juppé a pu faire quand il est venu. Vous avez d'ailleurs rencontré un agriculteur, on va y revenir tout à l'heure, plus tard dans l'entretien. Bon, c'est vrai que malgré tout, la base à une présidentielle, c'est d'avoir un ancrage territorial, un minimum de soutien en province et dans les outre-mer. Là, force est de constater que c'est pas le cas. Est-ce que vous êtes consciente que à La Réunion, il n'y a pas vraiment d'ancrage territorial? Ici, les élus frontistes, on l'a vu avec Joseph Grondin au régional, il a fait 2%, Joseph Grondin. Il y a quand tout à faire ici. Alors d'abord, je suis en désaccord avec vous. Pourquoi ? Parce que je pense que la présidentielle, elle est fondée exclusivement sur le peuple et sur sa volonté, précisément. À La Réunion, la parole des élus compte beaucoup. On l'a vu ici, aux primaires, pardon de vous couper Marine Le Pen, ici aux primaires, c'est Sarkozy qui est arrivé en tête parce que les élus ont soutenu Nicolas Sarkozy. La parole des élus ici, c'est parole d'évangile. Précisément, le général de Gaulle a voulu que la présidentielle, ce ne soit pas l'élection des partis politiques. Il a voulu que, justement, ce ne soit pas une élection de notables, où les notables disent au peuple ce qu'ils doivent voter. Bon, ce qu'ils doivent voter. Et par conséquent, ce que vous dites est vrai. Il y a, certes, un travail à faire d'implantation locale. C'est pas facile. C'est vrai que la vie politique locale, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, est quand même un tout petit peu cadenassée aussi par les élus locaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais la présidentielle n'a rien à voir avec tout cela. Et si on vous écoutait, ça voudrait dire que je vais faire 2% à la réunion présidentielle? Je ne le crois pas. Je crois que je vais faire bien plus. Je crois même que je vais être la surprise de cette élection présidentielle. 10% en 2012, 10% pour vous en 2012, alors que vous étiez, c'est vrai, à 18 au plan national. Ça, c'était en 2012. Bon. Comment vous expliquez ces mauvais chiffres du Front National à La Réunion? 10%, sans dire que c'est un mauvais chiffre, mais c'était quand même en deçà du score national. Comment vous l'expliquez? C'est quoi l'interprétation? Parce qu'on sait que vous analysez tout, Marine Le Pen. C'est quoi? Comment vous l'expliquez? Non, mais je l'explique pas particulièrement. Ce que je pense, c'est que comme nous avons un déficit d'implantation locale, du coup, la parole du Front National est assez peu relayée dans les médias de l'île, et que par conséquent, beaucoup d'électeurs ne savent pas précisément ce que nous voulons proposer. Et beaucoup aussi sont encore victimes de la caricature qui a été faite de moi ou de mon mouvement par nos adversaires politiques. Et donc voilà, il est, je pense, c'est la raison pour laquelle quand je viens, vous pensez que vous pouvez être première ici à La Réunion ou pas? Ah, je pense que c'est possible. Oui, je pense que les Réunionnais en ont soupé de la droite et de la gauche. Je pense qu'ils ont vu les résultats de la droite et la gauche. Ils ont vu que la politique était la même. Ils ont vu leur pouvoir d'achat chuter. Ils ont vu le chômage augmenter massivement. Ils ont vu les dépenses inconsidérées de l'État, dont ils n'ont pas vu d'ailleurs parallèlement les bénéfices. Ils voient l'immigration massive, ils voient la montée du fondamentalisme islamiste, ils voient l'Union européenne qui nous contraint et qui nous met à genoux sur le plan économique et social. Donc oui, je pense que ils auront un choix très clair, et ce choix, à mon avis, ils peuvent le faire dans un axe plus positif que les choix précédents. Dans 3 minutes, on va recevoir les auditeurs à l'antenne en direct. Ils vous poseront leurs questions, Marine Le Pen. Juste avant, on va parler un petit peu du programme aujourd'hui. Vous allez rencontrer Monseigneur Aubry. Est-ce que une rencontre est prévue avec les représentants musulmans, Marine Le Pen? Non, mais s'ils me l'avaient demandé, je les aurais rencontrés. Mais alors, eux, ils n'ont pas voulu alors. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai rencontré le plus haut chef des sunnites dans le monde, le grand mufti d'Al-Azhar, lorsque je suis allé en Égypte. Bon, donc je n'ai aucune difficulté à cela. J'ai d'ailleurs trouvé chez lui un discours beaucoup plus raisonnable que ce que j'entends. Et ici, c'est quoi le problème? À votre avis, ils vous ont rien proposé? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas vous recevoir, les représentants musulmans ici? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Il y a peut-être quelques réticences. On peut comprendre peut-être. Ah bon, pourquoi ils auraient des réticences? Moi, les seuls qui ont des réticences à mon égard, par rapport à la laïcité, par rapport... Voilà, vous émettez quelques réserves, notamment autour du port du voile, des repas diversifiés à la cantine. Ça, forcément, évidemment, quand on se met à la place des musulmans, on peut comprendre qu'il y ait quelques petites réticences.
Pardon. Bon, écoutez, ça c'est votre opinion. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui acceptent que nous soyons dans un pays laïque, et même qui sont attachés à la laïcité, qui sont conscients que la laïcité est précisément le résultat d'une longue histoire qui permet de préserver la paix civile en évitant que la religion entre dans la sphère publique. Voilà. Moi, c'est ce que je défends. Je défendrai de toutes mes forces parce que je crois beaucoup, encore une fois, à la laïcité. Je pense qu'elle a reculé, et je pense que le recul de la laïcité, ça a permis la montée de revendications communautaristes et de revendications fondamentalistes auxquelles la France est confrontée depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Est-ce qu'il doit y avoir, bon, pas des passe-droits, mais en tout cas être un petit peu plus coulant ici du fait du contexte multiculturel sur les signes ostentatoires? Je pense au voile, je pense à la burqa. Est-ce qu'ici il doit y avoir des particularités du fait du contexte? Mais vous savez, à partir du moment où l'ensemble de ces signes ne sont pas la démonstration de la montée d'un fondamentalisme, c'est déjà un peu rassurant. Mais objectivement, partout où l'on voit des revendications s'exprimer, qui sont des revendications nouvelles, eh bien, c'est évidemment l'œuvre des fondamentalistes islamistes, de cet islam politique que je combats de toutes mes forces, et qui fait que il y a 15 ans, on n'entendait jamais ce type de revendication, jamais. Bon, il y a donc quelque chose qui a changé. Moi, vous savez, je rencontrais pour ou contre le port du voile. Pardon, juste concrètement, pour ou contre le port du voile ici à La Réunion. Non mais moi, La Réunion, c'est la France. Moi, je suis contre le port du voile dans l'espace public. Je pense que la France a besoin de cette fermeté pour faire reculer, encore une fois, ceux qui se servent de l'islam politique pour faire avancer leur idéologie, qui est une idéologie dont on a vu les résultats en Libye, en Syrie, etc., etc. Donc, nous sommes à un moment où il faut faire preuve de fermeté pour défendre les valeurs qui sont les nôtres. Et repas diversifiés à la cantine. À La Réunion, en tout cas, vous n'êtes pas contre, mais par contre... Mais non, mais les repas diversifiés, que les choses soient claires. Qu'il y ait des repas diversifiés, il y en a eu avant qu'il y ait des revendications religieuses, permettez-moi. Bon, il y a des... On peut mettre du halal à la cantine ou pas, dans l'école de l'État? Non. Voilà. L'école doit être préservée de toute revendication religieuse. Nous n'avons absolument pas à adapter les services publics et particulièrement l'école à des revendications religieuses de quelque nature que ce soit. C'est clair. Et la règle est la même pour tout le monde. Et je crois que comme ça, encore une fois, on évitera le développement de ce fondamentalisme islamiste qui est bien souvent celui qui revendique. Permettez-moi quand même de le noter. Bon. Le minaret qu'on entend tous les jours, pas loin de la radio d'ailleurs, juste près de la rue du Maréchal Leclerc, ça vous choque ou pas qu'on entende un minaret ici appelé à la prière? Écoutez, La Réunion... En toute honnêteté. Non. Non mais je veux dire, moi je suis contre les minarets, je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit, c'est peut-être ce qui me différencie de Fillon. C'est vrai que La Réunion est une situation un peu particulière, parce que chacun est venu ici construire l'île, et qu'il y a un vivre ensemble qui est une spécificité locale, mais parce que, encore une fois, ça n'est pas le fait d'une religion qui cherche à imposer sur une autre son mode de vie, sa manière de voir les choses. Donc voilà, ça me choque moins que quand on en construit des nouveaux, comme d'ailleurs le souhaitait M. Fillon, puisqu'il expliquait que les minarets ne le dérangeaient pas à partir du moment où ça s'inscrivait dans le paysage français. J'avoue que j'ai pas bien compris le sens de cette réflexion. La cloche de l'église retentit parfois, et bon. Oui, mais vous avez raison, mais pardon de revenir à ça, parce que c'est important d'aller au fond des choses. La France est un pays de racines chrétiennes. Elle s'est construite sur son héritage chrétien. C'est pas anodin, ça va beaucoup plus loin que la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision que nous avons de l'homme, des relations entre nous, de la structuration de notre société est totalement imprégnée par cet héritage chrétien. C'est la raison pour laquelle, parce que les hommes sont égaux, eh bien, nous luttons nous considérons que l'esclavage est la pire des choses que l'homme ait pu faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour l'égalité entre les
les hommes et les femmes. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de se marier avec qui on veut. Tout ça a beaucoup de conséquences sur notre culture. Avant de prendre les auditeurs, Marine Le Pen, rapidement sur la proposition d'Éric Abarel il y a quelques mois, qui voulait un jour férié pour chaque communauté, chaque confession. Vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça ici? Ça sent le clientélisme à plein nez, ça. Ça sent le clientélisme à plein nez. Bien entendu, je suis tout à fait opposé à cela. Je suis opposé parce que, encore une fois, on assiste à une forme de concurrence des communautés les unes avec les autres qui ne cessent de réclamer que la République s'adapte à leurs spécificités. La République française est la République française, voilà. Elle ne changera pas, elle ne s'adaptera à personne. Nous avons une histoire qui est longue et les règles que nous nous sommes choisies sont les règles qui sont issues de cette histoire, de cet héritage, de cette culture, de cette identité. Ceux qui sont pas contents sont pas obligés de venir. Oui, enfin, sauf que ceux qui sont pas contents parfois sont français et sont nés ici et c'est leur pays comme votre pays et le mien. Et pourquoi aujourd'hui ils sont pas contents alors qu'il y a 15 ans ça leur posait pas de problème? Moi j'ai pas de problème avec la religion musulmane. Nous avons défendu au Front National les harkis qui s'étaient battus pour la France, qui étaient musulmans. Moi je défends le rattachement le plus proche possible de Mayotte, où vous savez pertinemment que nos compatriotes sont musulmans. Ça ne me pose pas de problème, encore une fois. Ce qui me pose un problème, ce sont ceux qui, sous couvert de religion, viennent remettre en cause ce qui fonde notre nation. Ça me pose un problème. Marine Le Pen, les auditeurs veulent absolument vous poser leurs questions. C'est sans filtre, pas de sans filet, vraiment. Et sans doute qu'on va avec eux évidemment parler des retraites, du pouvoir d'achat, de la vie chère dans l'île. On commence tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est moi. Oui, tout à fait, c'est à vous, il est 9h20. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour monsieur. Voilà, ma question concerne surtout les émigrants. Vous savez parfaitement que les émigrants, ils viennent de pays dits pauvres, mais qui ont des richesses dans leur pays. Donc, à mon sens, si ces gens-là peuvent rester dans leur pays sans qu'on spolie leur richesse, vous aurez moins d'immigrants, du moins même pas beaucoup d'immigrants en France. Merci monsieur, merci beaucoup. Marine Le Pen. Mais monsieur, je suis parfaitement... L'immigration. Mais monsieur, non mais sur ce sujet, je suis parfaitement d'accord avec monsieur. Il est évident que par l'effet d'un certain nombre de multinationales rapaces, des pays sont proprement pillés avec... parfois et souvent d'ailleurs la complicité de leurs propres gouvernants. Et il est évident que laisser ces multinationales venir faire leur marché dans le monde entier, bien souvent d'ailleurs en mettant quasiment les peuples en esclavage, puisque c'est la course à ceux qui seront payés les moins chers, qui seront traités les plus mal. Vous parlez des travailleurs détachés notamment? Oui, mais je pense que c'est exactement le fondement de l'idéologie de la mondialisation sauvage que je combats de toutes mes forces. Donc oui, bien entendu, et il faut mettre fin, encore une fois, à cette mondialisation sauvage, à cette course infinie, à un profit qui se fait sur le dos des peuples, qui les pousse. Si on prend l'exemple de Renault avec les fameuses Dacia, c'est grâce justement au fait qu'on fasse produire ces voitures à l'extérieur, dans des pays à bas coût au niveau de la main d'œuvre, qui permet en fait d'avoir des voitures à bas prix et donc de servir quelque part les automobilistes qui veulent avoir des voitures neuves à bas prix. Voilà, donc il y a un retour de bâton, il y a un retour sur investissement. Voilà. Donc en fait, vous venez de définir ce qu'est la mondialisation sauvage, faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Eh bien moi cette vision-là, je la rejette. Je la rejette parce que ça n'est pas ma vision de l'homme, je la rejette parce que ça n'est pas ma vision de l'économie, parce que je pense que l'économie doit être au service de l'homme et pas l'inverse, et que cette idéologie-là du tout commerce qui écrase tout sur son passage, le bonheur des hommes, leur souhait de liberté, leur souhait de prospérité, nos traditions, nos mœurs, nos codes, nos frontières, notre identité, je m'y oppose. Voilà, je suis porteur exactement du projet inverse de celui-là, et je dis à nos compatriotes, seule la nation et la démocratie peuvent lutter contre cette dérive auquel nous assistons. 99 12 00, le numéro de Freedom pour justement parler et poser vos questions à Marine Le Pen, que vous soyez pour ou que vous soyez contre, ça ne pose pas du tout de souci à Marine Le Pen. Non. On continue avec vous. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour madame. Oui, c'est une auditrice de l'Est. Voilà, Marie-Hélène de Saint-Benoît. Moi, je vous pose la question sur le plan social, madame Le Pen. Bonjour, bienvenue. Bonjour Marie-Hélène. Voilà. Je vous pose la question. J'ai entendu dire, si vous arrivez au pouvoir, vous allez supprimer le RSA. Est-ce que c'est fait? Attends, deuxième question. Et puis j'ai entendu dire aussi que vous allez supprimer tous les aides tous les subventions qui sont allouées aux associations. Est-ce que c'est vrai? Et après, déjà ça, après je vous laisse répondre. Est-ce que vous avez une adresse où on peut vous écrire? Oui. Et où peut-on se procurer votre programme? D'accord. Alors, je vais essayer de répondre à tout en même temps. Subventions aux associations, bon, pardon, mais dans certaines mairies nouvellement frontistes, il y a eu parfois des associations à but communautaire qui ont eu les robinets fermés. Hein. Mais laissez-moi répondre. Voilà, oui. Ceci est un mensonge éhonté. Ça fait partie des caricatures que mes adversaires politiques dans l'île ne cessent de répéter depuis des années et des années. C'est un mensonge, voilà. Jamais il n'a été envisagé de supprimer le RSA. Jamais il n'a été envisagé de supprimer les subventions aux associations. Ce que nous avons dit de la manière la plus claire, c'est que nous voulions lutter contre le communautarisme, qui est un cancer dans un certain nombre de villes françaises. Et que par conséquent, nous ne permettrions pas que l'argent public serve à financer, par exemple, les frères musulmans qui diffusent leur Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas parfois? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas parfois? Est-ce que c'est pas un exemple un petit peu extrême que vous avez pris à l'instant? Non. Je suis contre les associations communautaristes financées. Elles ont le droit d'exister, mais elles se font financer par leurs adhérents. L'argent public n'a pas à financer des associations communautaristes parce que la France, ça n'est pas un millefeuille de communauté. La France, elle est oui au club de Boule du Point, oui au club de Boule du Point ou de pétanque ou de je ne sais pas quoi, mais non aux associations. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les municipalités du Front National. Très juste. Les municipalités du Front National, elles ont fait en sorte que des associations qui étaient subventionnées et qui étaient en général subventionnées parce qu'elles étaient des relais politiques de l'édile local qui se servaient de ces associations par clientélisme pour aider effectivement le club de Boule, le club de basket, c'est-à-dire des associations qui ne voyaient jamais leur activité aidée d'une manière quelconque, alors même qu'il y avait beaucoup de gens dans la ville qui faisaient des activités avec elles. Donc ça n'est que justice. C'est le rôle d'une mairie, de subventionner les associations qui font vivre la ville et permettre la bonne cohésion sociale. Écoutez, voilà. Écoutez, monsieur, c'est ce que nous faisons. Et je vais vous dire une chose. Nous avons obtenu 12 municipalités. Un an après, il y a eu un sondage qui a été fait. 73% des gens. Sondage interne, Marine Le Pen. Sondage interne. Absolument pas, monsieur. Le sondage fait par qui? Non, absolument pas. Fait par qui le sondage? C'était l'IFOP, je crois. Donc, vous voyez, c'est pas des amis. Bon, un sondage pas du tout fait par un grand institut de sondage qui a indiqué que 73% des habitants se félicitaient de la gestion du Front National. Et c'est si vrai que lors des élections départementales suivantes, nos maires ont fait des scores absolument spectaculaires dans leur ville, ce qui démontre que la population était heureuse de la manière dont les maires Front National ont géré leur ville. Voilà, ça c'est la réalité. C'est pas les fantasmes, c'est pas la caricature, c'est pas les mensonges qui sont diffusés par les uns et par les autres, qui manifestement n'arrivent pas à nous faire baisser en luttant contre nos idées. Alors ils se servent de toute une série de stratégies mensongères pour essayer de le faire. Marine Le Pen, on est avec vous jusqu'à 10h. On continue. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas répondu à la question. Mon mail. Alors le contact, rapidement, on n'est pas. Ah non, mais c'est important si les gens veulent m'écrire. On n'est pas là non plus pour faire de la pub, hein. Bon. Non, mais c'est pas de la publicité. Enfin, écoutez, c'est normal de pouvoir contacter un responsable politique. MarineLePen@yahoo.fr. Ça, c'est mon mail personnel. Et quant à mon site internet, c'est Marine 2017. Voilà, ça y est, ce sera tout pour ce volet. Parce qu'on n'est pas encore là pour vous faire de la pub, c'est pas le but. Le but c'est de vous entendre et bien d'avoir. Moi, on me pose des questions, j'y réponds. Il y a pas de souci. Allez, on continue. Marine Le Pen au standard. Les Réunionnais vous posent leurs questions. 02 62 99 12 00. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Marine Le Pen vous écoute. Je suis en direct à la radio. Oui, vous êtes en direct. Bonjour monsieur. Bonjour Marine Le Pen, bienvenue à La Réunion. Merci. Moi je suis un ancien socialiste. J'ai été déçu par la politique de notre président là, en ce moment. Et j'ai marre de la droite qui commande la France, j'ai marre des socialistes qui commandent la France. Je vais voter un bulletin yeux fermés pour vous, pour être président de la République, pour nettoyer la France et tous les départements d'outre-mer.
Parce Allez, qu'il y a trop de laisser aller. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour cette question. On n'a plus rien pour nous. Merci beaucoup, monsieur. Alors bon, je vais essayer... là, c'était pas vraiment une question. C'était plus, voilà. Oui, mais regardez. Une incantation. Non, oui, mais non, c'est pas une incantation. non, c'est pas une incantation, pardon. C'est cri de désespoir qui est poussé par un très grand nombre de nos compatriotes et de Réunionnais. On n'a plus rien pour nous. Les gens ont à juste titre le sentiment que l'on fait des efforts considérables pour venir en aide à une immigration qui est de plus en plus importante, On va y venir, y compris clandestine, alors que eux-mêmes, on leur demande en permanence de se serrer la ceinture et de faire des sacrifices. Ils ont raison de crier à l'injustice, car c'est une réelle injustice. On continue. Merci de poser vos questions, bien sûr, de façon explicite, à Marine Le Pen qui vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Une question pour Marine Le Pen? Oui, 4 questions. Oui, bonjour. Oui. Alors, une va suffire, rapidement, pour qu'on prenne le maximum de gens. Oui, voilà, ma question c'est sur les retraites, sur les retraites, les vieilles personnes, sur l'emploi, et aussi sur au niveau des fonctionnaires, tout. Ouais. Moi, je dirais que, ma question c'est ça, les gens souffrent beaucoup, et il n'y a pas de travail, et les autorités, ils font rien pour ça. Vous êtes vous-même retraité, monsieur? Moi, je suis travailleur, mais je paye tout, même sur les RSI, etc. Voilà, on va y venir. Tous ces gens-là, c'était en place, ils ont rien fait. Donc je dis, il faut un changement, parce qu'on ne peut plus comme ça. On a trop de charges à payer. Très bien. Donc ma question, c'est ça. Mais merci beaucoup, monsieur. Marine Le Pen. Alors, bon, beaucoup de questions évidemment en une, mais bon, déjà sur les retraites, on a depuis la nuit de temps sur Freedom et surtout depuis quelques années, beaucoup de retraités qui nous disent, eh bien, oui, on galère, on a vécu une vie de dur labeur et eh bien, on a 300, 400, 200 euros parfois pour vivre. Qu'est-ce que vous répondez à ces retraités qui sont dans la peine et qui ont du mal à joindre les deux bouts? Non, mais comment est-ce qu'on peut vivre avec 300 euros par mois? Je veux dire, comment est-ce que nos gouvernants ont pu décider de prendre en charge toute la misère du monde alors qu'ils savent que des retraités vivent avec 300 euros par mois et même parfois moins? C'est encore une fois une question de priorité, de choix. Moi, c'est clair, je fais le choix de couper les pompes aspirantes sociales de l'immigration. On va y venir. Non, mais oui, d'accord, mais on va y venir. Mais venons-y parce que c'est quand même un vrai sujet pour pouvoir revaloriser les retraites. Je trouve indigne que des personnes âgées soient en dessous du seuil de pauvreté et même parfois très largement en dessous. Qu'est-ce qu'on fait pour elles alors concrètement? Et on revalorise les petites retraites de la manière la plus claire qui soit. Non, on ne rase pas gratis, monsieur. On considère que la nation est une structure qui permet la solidarité nationale. Voilà. Et puis on met en place les conditions pour retrouver l'emploi, parce que je vous signale que le paiement des retraites, c'est évidemment lié au niveau d'emploi dans notre pays. Or, il y a moins d'actifs qu'il y a 30 ans, et plus de retraités, justement. Non, mais en tout cas, il y a le rapport entre les actifs et les retraités n'est pas le même qu'il y a 30 ans, donc ça pose quelques difficultés. Non, mais tout ça a été analysé. Il y a eu un papy boom lié au baby boom, et ça, c'est une courbe qui va redescendre. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'emploi dans notre pays parce que les choix économiques qui ont été faits de se soumettre à l'Union européenne, d'ouvrir totalement nos frontières, de mettre en place le libre-échange, de mettre nos productions en concurrence déloyale avec tous les pays de la Terre, tout ça a entraîné un chômage de masse. Et je rajoute à cela l'euro, qui est un obstacle majeur et qui a entraîné un surenchérissement du coût de la vie absolument spectaculaire. Voilà. Donc, il faut faire des choix. Moi, mon choix, c'est celui de la solidarité nationale. Je réserverai la solidarité à nos compatriotes français. Et vous faites référence à l'aide médicale d'État, notamment, qui coûte 1 milliard d'euros. Vous le dites régulièrement. Est-ce que non mais pardon. J'ai rien dit, parlons, moi. non, mais parlons de cela. Est-ce que vous vous rendez compte que les clandestins voient leurs frais de santé intégralement pris en charge, alors que ceux de nos compatriotes... On peut pas les laisser mourir dans notre pays. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Entre mourir, je veux dire que dans les pays où l'aide médicale d'État n'existe pas, vous on laisse pas qu'il y a mourir. Une immigration médicale parfois ou pas? Laissez-moi terminer. Ouais. Sinon, personne ne comprendra rien à la position qui est la mienne. Bon, l'aide médicale d'État, ça permet aux clandestins de faire prendre en charge l'intégralité de leurs frais de santé. L'intégralité, alors que nos compatriotes qui travaillent, qui cotisent,
eh bien eux-mêmes ne voient pas l'intégralité de leurs frais santé pris en charge. Est-ce que c'est normal? Réponse non. Est-ce que j'y changerais quelque chose? Un maximum Réponse oui. Alors quand des clandestins, Marie Le Pen, il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent vous poser des questions. Je termine. Quand des clandestins sont en situation de danger vital, évidemment, on les soigne comme dans tous les pays du monde, mais l'aide médicale d'État, c'est terminé. Voilà. Allez, on continue. 02 62 99 12 00. Marine Le Pen, je vais vous demander pour les auditeurs, pour qu'il y en ait un maximum qui vous posent leurs questions, d'être dans la mesure du possible concise. C'est très difficile, je sais, mais essayons. J'essaie surtout d'être complète. Voilà. Allez. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais poser une question à Madame Marine Le Pen, qui un jour a dit elle ne supporte pas la justice. Alors je me présente, je suis un ancien candidat de Madame Le Pen. Ça fait 3 jours que j'essaye de la rencontrer, et un candidat qui en a fait beaucoup. Ça fait plus de 3 jours que j'essaye de la rencontrer. Ça fait plus de 3 jours que je demande à Monsieur Autobrook un rendez-vous. Et aujourd'hui, hier, on a fait blocus, on m'a empêché de rentrer pour la voir. Bon, la question concrète, monsieur, rapidement. Est-ce que Madame Le Pen est susceptible de me recevoir aujourd'hui? Élie, rapidement. Je te recevrai le jour où tu auras remboursé au Front National ce que tu lui dois. Vous avez répondu, vous avez identifié, et on va pas régler nos comptes à l'antenne. Allez, on continue. Oui, c'est la transparence. Allez, oui, bonjour. On continue. Bonjour, monsieur. Oui, tout d'abord, bonjour Marine Le Pen. Bonjour, monsieur. Voilà, je suis un petit candidat, je suis très content que vous allez venir pour nous. Mais je voulais demander, qu'est-ce que vous allez faire pour le parc national ici à La Réunion? Alors, bon, ça c'est une question vraiment locale. Bon, on peut répondre ou bon, en tout cas, il y a un parc national à La Réunion, il y a une polémique. Vous pouvez répondre si vous voulez. C'est pas monsieur, non plus. Je vais pas pouvoir vous répondre parce que j'ai pas les éléments du dossier en main sur cette aspect local. On continue. Mais j'aurais bien aimé. Oui, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu parler de l'axe prioritaire du projet qui est le mien. On va y venir. Oui, le ministère de l'Outre-mer, il n'y a pas de souci, on y viendra. Allez, on continue sur le standard et 02 62 99 12 00. On va essayer après de parler du ministère. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Et bonjour. Je voudrais parler du problème des immigrés. Et j'aimerais demander à Madame Le Pen, bonjour d'abord. Bonjour madame. Est-ce que vous allez les gérer exactement de la même manière? Je prends du cas des Syriens, puis le pays légitimement, parce que le pays est complètement bombardé. Est-ce que vous allez les gérer pareil? Ou sinon, est-ce que vous avez une solution à ça? Non mais alors, la question concrète, madame, rapidement, pour que ce soit plus clair. Ma question, c'est est-ce qu'elle va gérer tous les immigrés de la même façon? Par exemple, les Syriens qui arrivent en France, qui veulent trouver un refuge en France, comment est-ce qu'elle va les gérer? Alors, Chrétien d'Orient, je pense que c'est à ça que madame fait référence. Est-ce qu'il y aura une différence de traitement entre les différents immigrés? Madame, les Chrétiens d'Orient, la seule chose qu'ils veulent, c'est vivre dans leur pays. Voilà. Et c'est nous qui, par l'action de la France, avons hélas créé les conditions de cette guerre civile épouvantable en agissant, en intervenant en dépit du bon sens et en soutenant en réalité par notre action le fondamentalisme islamiste. Moi, je peux vous dire que pour avoir des contacts avec eux, les chrétiens d'Orient, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir vivre chez eux et pas de venir chez nous, en l'occurrence, parce que c'est un exil qui est un exil forcé. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des campements humanitaires au plus près de ces pays pour permettre de protéger les populations civiles. Est-ce qu'on doit mieux traiter les chrétiens d'Orient que les musulmans? Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là? Je pense que c'est la question en toile de fond. Non, mais il n'y a pas de différence. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que madame sache, et tous ceux qui nous écoutent, que tous ceux qui arrivent, ces vagues de migration de Syrie, ce ne sont pas des réfugiés politiques, ce ne sont pas des réfugiés de la guerre, ce sont des jeunes hommes entre 20 et 40 ans qui en réalité viennent en Europe en espérant y trouver l'Eldorado. Nous n'avons plus les moyens de les accueillir. Voilà, parce que nous avons 7 millions de personnes qui sont au chômage, parce que nous avons 9 millions de pauvres, et parce que nous n'avons pas de quoi ni loger, ni éduquer, ni soigner ces personnes qui arrivent en masse en espérant faire leur vie chez nous. Donc, pour ceux qui fuient la guerre, des campements humanitaires
au plus près là-bas, en Syrie, dans les pays voisins, pour les préserver, mais pas d'acceptation de ces vagues de migrants qui sont en train de déferler sur l'Europe. Voilà, on reviendra ensuite aux questions d'auditeurs un petit peu plus tard. On va parler de l'aspect phare de votre programme ici dans les Outre-mer, le ministère de l'Outre-mer et de la mer. C'est vrai que selon vous, ça répond à un constat, c'est que l'Outre-mer est depuis trop longtemps, selon vous, le parent pauvre de la République. C'est ce que vous dites. Ah oui, je le dis et je pense que l'ensemble de mes compatriotes d'Outre-mer s'en rendent compte. Ça fait 10 ans, en réalité, que l'Outre-mer est sorti complètement des radars. Si vous regardez... On a Erika Barrett, une réunionnaise. Si vous vivez en métropole, vous regardez la télévision, etc., vous savez même pas que la France a des territoires d'Outre-mer. Bon, je trouve que c'est honteux. Je trouve que c'est honteux parce que l'Outre-mer mérite non seulement l'affection de nos dirigeants, l'attention de nos dirigeants, mais surtout parce que c'est idiot. Secrétariat d'État à l'égalité réelle, Marine Le Pen. Secrétariat d'État à l'égalité réelle. Sous-secrétaire, etc. Rattaché même au ministère de l'Intérieur, ils avaient dit à un moment donné, c'est-à-dire au ministère de la Police. C'est charmant, honnêtement. C'est un signal qui est quand même assez négatif. Il y a quand même une volonté. Erika Barrett, une réunionnaise, qui est nommée ministre de l'Outre-mer. Ah bon, ça, et ça doit faire. Et en fait, c'est ça. Donc la technique est toujours la même. On va mettre un réunionnais, et puis comme ça, on n'aura rien à faire pour la Réunion. Voilà, ça suffira pour 5 ans. Eh bien, ça n'est pas ma vision. Moi, ce que je veux, c'est mettre l'Outre-mer au centre de la politique stratégique de développement économique de la France. C'est clair. Mon opinion, c'est que nous sommes assis sur une richesse considérable qui est notre territoire maritime. C'est 11,5 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives dont on ne fait aujourd'hui rien, qui sont laissées en jachère. Et donc 97%... La pêche, la désalinisation de l'eau, la création d'une zone ultramarine d'investissement prioritaire, le tourisme aussi, ça fait partie de ce qu'il y a dans les tuyaux. Les nanotechnologies, les énergies renouvelables, tout cela, l'Outre-mer devrait être au centre de cette nouvelle politique stratégique. C'est vraiment une chance incroyable que la France a de pouvoir s'appuyer sur ces territoires d'Outre-mer pour être la porte d'entrée de la France dans le monde et pour pouvoir lancer cette grande politique de la mer qui est aussi importante que la conquête des étoiles. Je le dis très simplement, mais c'est la réalité. Bon, alors, vous dites que l'Outre-mer est le parent pauvre. Il y a quand même plus de subventions ici que sur le reste du territoire si on fait le ratio par tête. Pardon de m'exprimer ainsi, mais c'est le cas. Un Réunionnais a en moyenne, si on fait le ratio, 2000 € de subventions contre 150 € pour un métropolitain. Ouais. C'est pas rien quand même. Mais ils ont envie de ça, les Réunionnais, d'être comme ça, catégorisés en fonction des subventions qui touchent? Je crois pas. Moi, je pense que justement laisser les territoires d'outre-mer dans cette forme de dépendance est profondément, une fois de plus, injuste et irrespectueux à leur égard. Alors que précisément, on a les moyens du développement économique. Précisément, il y a cette politique stratégique qui devrait être mise en œuvre avec des investissements structurants, avec des universités, avec un réseau. Oui, mais oui, parce que c'est nécessaire. Le RSI, par exemple, vous avez rencontré Ibrahim Patel, c'est certes le président de la CCI, c'est le président du RSI. Et les artisans ici, les indépendants, cotisent 2 fois moins que leurs homologues de métropole. C'est grâce à la Lodéum. Il y a quand même des efforts qui sont faits, on peut pas le nier, Marine Le Pen. Oui, mais le RSI est un espèce de monstre. C'est l'une des questions des auditeurs. Le RSI est un monstre administratif dont on doit la paternité d'ailleurs à Nicolas Sarkozy et qui est un cauchemar pour l'ensemble des artisans et des commerçants de France. De l'ensemble des commerçants et des artisans de France. Donc à un moment donné, si vous voulez, ici ils ont des facilités quand même. Une cotisation. Ici, il y a des facilités, Marine Le Pen. Non mais ici il y a beaucoup de handicaps aussi, figurez-vous. Voilà, il y a beaucoup de handicaps parce qu'on est évidemment sur une île, ce que chacun comprend, et que donc c'est un espace économique qui est contraint. Donc il faut adapter évidemment la fiscalité à cet espace économique contraint pour permettre de ne pas avoir 40% de chômage ou 50% de chômage des jeunes notamment et 30% de chômage au niveau général. Je veux dire, on voit bien que évidemment, il faut en passer par des investissements, aller les chercher en métropole, venir les amener ici, avec effectivement des aides fiscales, avec des allègements de charges, c'est nécessaire. Alors, mais c'est pas suffisant. Vous dites que Maurice, par exemple, c'est de la concurrence déloyale. Les îles autour de nous, c'est comme ça que vous voyez les choses. Hein. Non, mais surtout, ce que je vois, c'est qu'on fait pas de patriotisme économique. Alors, voilà. Et moi, je veux faire du patriotisme économique. Alors, je vais vous donner un exemple. On a subventionné ici, on a subventionné une entreprise qui est allée acheter des bateaux
en Chine pour aller faire pour pêcher dans les eaux françaises et pour conditionner les poissons à Maurice. Est-ce que vous croyez que c'est normal ? Alors, moi, je considère que c'est délirant. On le disait en préparant l'interview, Marine Le Pen, le patriotisme économique, c'est interdit. Vous êtes député européen, vous savez mieux que quiconque, c'est interdit par l'Union européenne. Comment on fait ? Eh ben, on vote pour moi. Non, mais Marine Le Pen. On vote pour moi, monsieur, parce que... Sérieusement. Mais c'est très sérieux ce que je vous dis. On vote pour moi parce que je suis la seule candidate qui, chef de l'État, précisément, fera le choix de la France plutôt que le choix de la soumission à l'Union européenne. Fera le choix du patriotisme économique. Le choix que la commande publique puisse bénéficier aux entreprises françaises et pas aux entreprises étrangères comme c'est de plus en plus souvent le cas, notamment dans les commandes publiques de l'État. Voilà, c'est le choix que je fais. Et ce choix-là, il n'est pas fait que par moi, il est fait par la Grande-Bretagne. Parce qu'aujourd'hui, Theresa May, elle fait du patriotisme économique. Donald Trump, qui vient d'être élu, il va faire du patriotisme économique. Les Chinois, ils font du patriotisme économique. Et nous sommes les seuls à faire tourner l'économie de nos voisins. Mais ça n'est absolument pas normal. Et donc, je pense qu'il faut ne pas hésiter, encore une fois, à s'opposer à l'Union européenne pour préserver nos productions locales et pour recréer ce couloir économique dont je parlais déjà en 2012 entre la métropole et l'outre-mer, pour que les productions d'outre-mer aient un avantage en arrivant sur le marché national. Voilà, on a parlé de ce grand ministère de l'outre-mer et je referme cette page. Et de la mer. Parce que ça veut dire que le développement de la mer. Allez, on va parler de la fonction publique. Ici, c'est vrai, il y a 25% de la population active qui travaille dans la fonction publique. François Fillon parle, de réduire 500 000 fonctionnaires en France. Est-ce que clairement il y a trop de fonctionnaires ? Est-ce que selon vous, Marine Le Pen, il faut dégraisser un petit peu dans la fonction publique ou pas ? Ou maintenir le même nombre de fonctionnaires, sachant que ça nous coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a surtout eu une inflation des fonctionnaires territoriaux et parallèlement un affaissement en réalité des fonctionnaires d'État. Plus 700 000 en 10 ans. Les médecins, les policiers, les infirmières sont de moins en moins présents et en revanche les fonctionnaires territoriaux, parce que on a accumulé les strates politiques, alors que ça devait entraîner des économies, en réalité, ont entraîné des inflations. Pourquoi ? Parce qu'on a des barons, des petites baronnies locales, des responsables politiques, des chefs de telle ou telle structure qui souhaitent élargir leurs cours. Bon, je trouve que ça, c'est pas sain. Donc il faut dégraisser ou pas ? Non, mais je pense qu'il faut faire un effort sur les fonctionnaires territoriaux. Mais ça passera d'abord par des compétences qui soient strictes à chacune des structures. Tout ce qui est régalien, on touche pas. Ah non, mais tout ce qui est régalien, non seulement on touche pas, mais même on renforce, parce que ici, il faut plus de policiers, il faut plus de policiers aux frontières. Si on veut véritablement protéger notre domaine maritime, parce que c'est pas le tout d'avoir un domaine maritime, mais s'il est pillé comme il l'est actuellement, ça n'a aucun sens. Donc il faut évidemment investir pour pouvoir préserver le patrimoine qui est le patrimoine de tous les Français, et en l'occurrence, concernant les ressources halieutiques, le patrimoine des pêcheurs qui se voient privés de ça. Pierre pour habiller Paul, entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. C'est ça que vous dites, en toile de fond. Non, mais là, pour le coup, on va pas réduire le nombre de fonctionnaires si d'un côté on enlève des fonctionnaires territoriaux et si de l'autre on rajoute des fonctionnaires d'État et on renforce, notamment, vous l'avez dit, pour la police. Voilà. Donc le programme de Monsieur Fillon, c'est supprimer 500 000 fonctionnaires, c'est-à-dire pas un remplacement de départ à la retraite. Non renouvellement. Pendant 5 ans. Vous vous rendez compte de ce que ça représente ? Est-ce que vous vous rendez compte de la saignée que ça représente pour les services publics ? C'est ce qu'ont fait les autres pays européens et bon, il n'y a pas eu de souci. Non, pas du tout. Ce que vous dites est totalement faux. Non, ce que vous dites est totalement faux. Voilà encore des fantasmes qu'on diffuse pour pouvoir justifier une politique qui est injustifiable. Ça n'est pas vrai. Les autres pays, en matière de les dépenses et notamment le pourcentage des emplois publics par rapport à l'emploi général, n'a rien de spectaculaire. On a vu un chiffre que tout le monde a vu en Allemagne. Il y a beaucoup moins de fonctionnaires par habitant en Allemagne qu'en France. Voilà. Il y a beaucoup moins de services qui est rendu à la population aussi. C'est un choix. Je veux dire, il y a beaucoup moins sur le constat qu'en Allemagne, ils ont fait un effort. Arrêtez cette fascination pour l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne c'est l'euro job, d'accord ? Ça veut dire 1 euro de l'heure le travail. C'est ça l'Allemagne. L'Allemagne, ça a été une cure d'austérité absolument épouvantable sous Schröder, dont les classes populaires et les classes moyennes ont été les premières victimes. C'est ça le modèle ?
c'est pas mon modèle. Moi, je pense qu'on peut obtenir de la croissance, de l'emploi, précisément en changeant les choix économiques qui nous sont aujourd'hui imposés par l'Allemagne. Je ne veux pas de ces choix économiques qui sont auxquels se soumettent notamment Monsieur Fillon. On en arrive à quoi avec cette soumission? Disparition de la sécurité sociale, c'est ce que veut Monsieur Fillon. Suppression de la durée légale du travail. Il veut qu'on puisse travailler jusqu'à 48 heures. Bon, pas bon. Madame Le Pen, c'est vraiment ce qui est fixé par l'Europe, 48 heures, le nombre maximal d'heures qu'on peut travailler. En tout cas, par exemple, dans les collectivités, collectivités territoriales, notamment et pour les fonctionnaires, il veut obliger les fonctionnaires à pouvoir travailler 39 heures, payer 37. C'est ce qui a été dit. Vous avez suivi le débat. C'est ça. Donc on est passé de travailler plus pour gagner plus à travailler plus pour gagner moins. Formule facile. C'est le cas selon vous? Mais, enfin, écoutez, si vous êtes, moi je suis désolé, mais moi je suis prête j'accepte la négociation par branche des entreprises pour revenir à 39 heures par branche et pas par entreprise, parce que sinon on va créer une concurrence déloyale entre entreprises de la même branche. Mais enfin, la moindre des choses, si les gens travaillent 39 heures, c'est de les payer 39 heures, parce que la conséquence Vous pensez qu'il faut qu'ils travaillent tous les fonctionnaires ou pas dans les collectivités territoriales? La conséquence des 35... Vous dites qu'il y a trop de monde. Non, mais la conséquence des 35 heures, ça a été quoi? Ça a été qu'en fait les salaires ont été gelés, et ça, les salariés ils s'en sont bien rendus compte. On leur a dit, regardez, vous allez travailler 35 heures, payer 39, sauf que depuis, les salaires n'ont pas bougé. Ils ont eu leur mercredi après-midi ou bien une après-midi par semaine pour aller porter le petit garçon au foot, pour aller voir la petite fille à l'école de danse. Ça, ça va au-delà de l'argent. Non, mais au-delà de l'image d'Épinal, la durée légale du travail, elle a une importance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle déclenche les heures supplémentaires. Et une des choses que Sarkozy a fait de bien, c'était la défiscalisation des heures supplémentaires. On peut lui accorder ça. Parce que ça a permis à beaucoup de gens de mettre du beurre dans les épinards, croyez-moi. Et ça a permis aux gens qui étaient dans la difficulté de travailler plus, tout en bénéficiant du gain de leur travail. Bon, c'est ça le problème de la durée légale du travail. Ça veut dire que si on dit que la durée légale du travail peut être de 48 heures, il n'y aura plus d'heures supplémentaires possibles. Donc c'est vraiment quelque chose qui va avoir une influence directe sur la vie quotidienne des gens. Et croyez-moi que le programme d'austérité massive de Monsieur Fillon, vous croyez que les conséquences vont se faire ressentir où? Mais en premier en Outre-mer et dans la ruralité française. Voilà, parce que c'est là où on va voir les services publics disparaître, reculer, alors même qu'il y a toute une série déjà de territoires qui sont en voie de désertification. On parlait de la fonction publique. Vous le savez ici, à la surrémunération, ça coûte 1,3 milliard. Quand même à la France chaque année dans tous les DOM, et c'est vrai qu'il y a 35% pour les territoriaux, 53% pour les fonctionnaires d'État. Qu'est-ce qu'on fait avec cette surrémunération? Alors moi je vais vous dire, j'envisage pas de décision intempestive sans d'abord en avoir parlé avec les différents élus. Mais je pense que spontanément, j'ai tendance à penser que le niveau, compte tenu de la spécificité réunionnaise, il conviendrait de maintenir aujourd'hui le niveau actuel. Mais je pense qu'à long terme, il faut envisager la disparition progressive pour les nouveaux arrivants, notamment dans la fonction publique, de la surrémunération. Voilà. Mais il ne faut pas que ça se fasse sans dialogue préalable. Je pense qu'il faut au moins une montée en puissance des fonctionnaires réunionnais. Ça me paraît déjà être un moyen de limiter. D'autant que, nonobstant ce que je vous dis là, je compte lutter, moi, contre la vie chère. Je ne vais pas me soumettre. On va y venir après, si vous voulez, Marine Le Pen. Non mais pardon, c'est lié. Alors vous dites que ça crée une inflation, la surrémunération. La vie économique d'une société, c'est pas des tranches de saucisson. Vous voyez, on peut pas saucissonner, sinon on comprend rien à ce dont on parle. Il est évident que la surrémunération a un lien absolument direct avec la cherté de la vie, oui ou non? Moi, je ne pense rien, Marine Le Pen. Non, mais c'est pas ça. C'est pas une opinion politique que je vous demande. C'est une évidence. Les surrémunérations ont été en partie justifiées. Erika Barretsch dit que cette surrémunération, ça permet, de faire marcher l'économie, en tout cas dans l'île. Voilà, d'avoir des gens qui gagnent beaucoup d'argent ou de l'argent et qui achètent, qui font marcher l'économie, tourner l'économie. Alors d'accord. Donc s'il s'agit de relancer l'économie par la consommation, alors je vois pas pourquoi c'est réservé aux fonctionnaires. Donc c'est incohérent et injuste la manière dont c'est réfléchi et mis en œuvre, vous voyez.
Bon, donc non, je pense que la surrémunération, c'est un moyen de compenser, dans l'esprit de ceux qui l'ont mis en œuvre, en grande partie la cherté de la vie, puisque la vie est 30% plus chère ici qu'en métropole. Mais pourquoi ne pas s'attaquer à la cherté de la vie ? Pourquoi ne pas s'attaquer alors que on connaît quand même un certain nombre d'éléments qui sont des éléments d'inflation des coûts sur l'île. Il y en a quand même deux grands. Il y a un peu le rôle de la grande distribution et de la disparition en fait des phénomènes loyaux de concurrence commerciale sur l'île. Et puis il y a l'octroi de mer. Voilà. Alors l'octroi de mer, vous faites une proposition claire, c'est que l'octroi de mer, il faut supprimer ça pour les produits. Alors corrigez-moi si je me trompe, les produits français, il faut enlever l'octroi de mer et les produits étrangers, en tout cas, on garde pour permettre une compétitivité, une attractivité plus importante pour ces produits français et locaux. J'aimerais bien savoir pourquoi les Réunionnais payent un impôt sur des produits français. C'est juste la question que je pose. L'octroi de mer, marcher les collectivités, c'est aussi pour financer le social. En tout cas, c'est ce qui nous est dit. Oui, non mais d'accord, mais un impôt ne peut pas être créé en fonction de sa finalité, si vous voulez. Vous voyez, ça à un moment donné pas de sens. Donc on dit, il faut une enveloppe de tant de centaines de millions, et donc on va créer un impôt pour permettre d'avoir cette enveloppe de tant de centaines de millions. Ça, encore une fois, ça n'a pas de sens. Vous savez, le pacte social, il est fondé aussi sur le consentement à l'impôt. Il faut que les gens comprennent à quoi ça sert, et il faut qu'ils admettent que cet impôt est juste. Cet impôt-là, il est injuste, parce que il est bien, l'octroi de mer, lorsqu'il permet précisément de limiter la concurrence déloyale qui est faite aux productions locales. Donc là, il doit être maintenu. Et il faut discuter avec les élus, avec les acteurs économiques sur son niveau en fonction, effectivement, des produits qui sont concurrencés. Mais sur les produits français, il n'y a aucune raison qu'il y ait un octroi de mer. Aucune raison. Et ça contribue évidemment à ce que le produit fini arrivé à la Réunion a un coût qui est très supérieur. Alors, vous me dites qu'il faut financer des collectivités. Oui, bien sûr, mais comment ça se passe en métropole ? En métropole, il y a une dotation globale de fonctionnement en fonction du nombre d'habitants. Voilà, chaque commune reçoit tant de la part de l'État. Et ce financement est fait par les impôts. Or, aujourd'hui, les Réunionnais, non seulement ils payent des impôts, mais en plus, ils ont la vie chère à cause de l'octroi de mer. Je trouve que c'est un peu la double peine. Donc je compte remettre ce système à plat pour redonner son véritable sens et sa véritable utilité à l'octroi de mer, quitte à compenser, bien entendu, je l'entends, le financement des communes par l'intermédiaire du système général. Il est 9h54, Marine Le Pen, vous êtes avec nous jusqu'à 10h. On va essayer d'ici 1 à 2 minutes de prendre des auditeurs pour terminer l'émission. Évidemment, ils sont nombreux à vouloir vous poser leurs questions. On va d'abord aborder éventuellement votre prochaine étape pour vous. Ce sera Mayotte. Parmi les thèmes que vous aborderez là-bas, entre autres, on imagine que c'est l'immigration venant des Comores. Comment vous expliquez à des Comoriens qui meurent de faim qu'il ne faut pas prendre un kwassa pour venir sur le sol français? Comment vous leur expliquez? Si on vous écoute, il va falloir accueillir la moitié de l'humanité. Parce qu'il y a la moitié de l'humanité qui vit dans des conditions qui sont terribles. Voilà. Je crois que l'Arabie Saoudite est en train de massivement investir aux Comores. Donc ça pourrait justifier d'ailleurs le retour. L'Arabie Saoudite est très riche, donc je pense que les Comores vont devenir très probablement très riches. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, moi si je ne suis pas insensible à la situation difficile de nos voisins, ma priorité, c'est de protéger les Français. C'est ma priorité. Par conséquent, je vais supprimer le droit du sol. Je vais supprimer l'intégralité des allocations qui sont versées aux clandestins. Je vais supprimer l'aide médicale d'État. Bien sûr que c'est un appel d'air. Je vais supprimer la scolarisation automatique des enfants de clandestins, car tout ça contribue à créer les flux migratoires de demain. Et je vais renvoyer les clandestins dans leur pays d'origine. Voilà. Je vais leur dire qu'ils n'ont pas été invités. Et ça coûte 2500 € de les renvoyer. 2500 non, ça ne coûte pas. Non, c'est le gouvernement français qui donne 2500 €. Ça coûte 2500 €. Non, mais je peux vous dire qu'avec moi, ça coûtera pas 2500 €. Que les choses soient claires, parce que là encore, c'est un problème de priorité. Donner 2500 € à un clandestin qui est venu en violation de la loi pour bien avoir l'amabilité de rentrer chez lui et donc de respecter la loi française, alors même qu'on parlait tout à l'heure des retraites misérables qui sont versées. Ouais. Est-ce que vous croyez que là encore, il n'y a pas un énorme
énorme problème et qu'on n'a pas le sentiment que, en fait, en France, les derniers services sont les Français. Marine Le Pen, ils sont beaucoup à vouloir vous poser leurs questions. 02 62 99 12 00. Il reste 4 minutes. On va essayer d'être très concis dans les questions et, pardon, mais dans les réponses également. Bonjour. Oui, bonjour. Marine Le Pen, bonjour à tous. Bonjour. Ouais. Question toute simple, est-ce que vous êtes prête à utiliser comme l'Angleterre l'article 50 des traités européens pour enlever la France justement des traités européens, tout simplement? Monsieur, ce que je ferai, c'est que j'organiserai un référendum. Je dis depuis 4 ans que lorsque je serai à la tête de l'État français, j'organiserai dans les 6 mois un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Je profiterai de ces 6 mois pour aller négocier auprès de l'Union européenne le retour des 4 grandes souverainetés qui n'auraient jamais dû être transférées par nos gouvernants et qui appartiennent au peuple français. Soit l'Union européenne me dit on vous rend vos souverainetés et à ce moment-là on pourra rester dans cette Europe rénovée, soit ils me disent non et je demanderai aux Français par référendum de voter pour la sortie de l'Union européenne. Merci beaucoup d'avoir été courte. On continue sur le standard. La suite, bonjour. Oui, bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Eh bien justement, je rebondis puisque vous savez pertinemment que cette renégociation ne peut pas aboutir favorablement. On ne vous rendra pas la souveraineté. Et vous en avez besoin pour mettre en œuvre votre programme. Donc, voulez-vous finalement, pourquoi ne cacher aux électeurs que la seule solution c'est de sortir de l'Union européenne? Pourquoi ne pas le dire aujourd'hui? Et dernière question, accepterez-vous un débat avec François Asselineau pour discuter de cette douloureuse question? Bon, merci, ça, monsieur, la publicité, c'est pas terrible. Merci. Non mais je ne cache absolument rien, honnêtement, aux électeurs. J'ai toujours été extrêmement clair, mais il vous aura pas échappé aussi peut-être que le monde est en train de bouger. Le monde bouge très vite. Le groupe de Visegrad, la Hongrie, l'Autriche, la Grande-Bretagne, les États-Unis, on voit bien qu'ils sont tous en train de tourner le dos à cette idéologie du laisser faire, laisser aller, laisser passer, du libre-échange total. Et je pense que très rapidement, un certain nombre de pays pourraient, avec moi, peser sur l'Union européenne pour que celle-ci se réforme. Eh bien, si c'est pas le cas, nous en sortirons. Et on salue l'UPR. Allez, on continue. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Mike. Oui. Donc, je voulais dire à Mme Marine Le Pen, bienvenue à la Réunion. Merci. Et deuxième chose, c'est que on est plus nombreux qu'on le dit. Et votre temps de parole par rapport à ma question, c'est... Question, monsieur. Là, il y a eu la primaire. Et est-ce que vous aurez le même temps de parole que ces personnes-là pour parler, parce que là, vous avez qu'une heure sur Freedom, et en fin de compte, on n'a pas parlé des jeunes, et je veux que vous disiez à la France que la Réunion est derrière vous. Merci, monsieur. Alors, le temps de parole. Oui, vous avez raison, c'est profondément scandaleux de voir que, notamment, le CSA a plus œuvré pour faire respecter le temps de parole entre les candidats à une élection interne à un parti. C'était pareil en 2012 avec les socialistes. Contre tout, oui, d'accord, mais c'est la raison pour laquelle le mouvement que je représente et ma candidature a un déficit considérable d'accès dans les médias. Vous avez raison, merci. Star des médias, je Marine voudrais Le Pen, parler des jeunes. C'est un faux procès. Vous êtes la star. Vous oui, savez très bien. Vous êtes. Mais bien sûr. Monsieur Philippot. Mais c'est tellement. Là. Non mais monsieur, nous avons. Non, mais ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire parce que je vous signale que la presse. Non, mais monsieur, ça me fait pas rire parce que la presse, elle est très lourdement subventionnée par l'argent public, d'accord? Et il y a 30% de gens qui manifestement ont un accès qui n'est pas égal à cette presse pour pouvoir entendre parler des opinions qui sont les leurs. Donc je crois que ça n'est pas anodin, c'est un vrai problème démocratique et nous restons encore une fois particulièrement en temps de parole maltraité. Je ne sais pas si on a le temps de prendre un dernier auditeur. Allez, on va essayer. Bonjour, très rapidement. Non, on n'a pas le temps. Allez, c'est pas grave, on me dit qu'on n'a pas le temps. Il est presque 10h. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, aux questions des auditeurs. Merci à tous les Réunionnais qui ont appelé, ceux que j'ai eus et ceux qui n'ont peut-être pas pu me poser leurs questions. Merci de leur intérêt pour le projet que je leur propose et vive la Réunion. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Est au centre de notre projection économique stratégique.